Alors, nous passons maintenant sur des aspects plus typiquement juridiques, la responsabilité civile et les assurances. J'ai tout d'abord le grand plaisir d'introduire M. Thomas Malengro. Thomas est assistant au Centre de droit privé et il fait partie d'une longue lignée de professeurs ou d'assistants de notre université, puisque son grand-père a créé l'université Lovanium il y a déjà quelques années. Et depuis lors, la famille Malengro n'a plus quitté l'université de Louvain. Et j'ai eu aussi le grand plaisir d'être assistant avec son père au Centre de droit des obligations, sous la direction du professeur Fontaine, qui est ici présent. Alors, Thomas s'est lancé dans une thèse qui porte effectivement sur la question qu'il va traiter maintenant. Je crois, et nous étions tous bien d'accord, que c'était lui la personne la plus qualifiée pour traiter du sujet et de l'accompagner de réflexions très techniques et très pénétrantes. Et je lui donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, quelle responsabilité donc et quelles conséquences pour les assureurs automobiles de, je trouve, très belle question pour entamer ensemble l'analyse juridique de ce phénomène de l'automatisation. Et me concernant, je vais évoquer avec vous le premier volet de cette double interrogation, donc quelle responsabilité, tandis que le professeur Dubuisson se chargera du second volet, donc les assureurs automobiles. Et pour essayer de garder, tant que faire se peut, les pieds sur terre ce matin, et plus généralement pour tenter d'ancrer l'examen de ces questions dans la réalité, dans le concret, nous avons trouvé intéressant, le professeur Dubuisson et moi-même, de tenter d'y répondre à ces questions au départ d'un cas réel. Et ce cas réel, on en a déjà parlé plusieurs fois ce matin, c'est cet accident survenu le 18 mars dernier en Arizona, entre un véhicule autonome Uber et un piéton qui, vous le savez, malheureusement, a perdu la vie. Mais donc, et voilà, commençons donc avec, si vous le voulez bien, cette question très tendance en ce moment, il faut le dire. Qui serait responsable d'un tel accident s'il survenait demain en Belgique? Qui devrait en assumer les conséquences financières? Au préalable, peut-être un très bref mot d'explication technique. Je sais qu'on vous en a dit déjà beaucoup, mais je veux être certain que nous sommes sur la même longueur d'onde. On vous a parlé effectivement de ces niveaux d'automatisation et vous aurez compris que l'expression véhicule autonome peut englober une série de réalités différentes, en ce sens qu'un véhicule peut être plus ou moins autonome. Alors, moi ce qui m'intéresse à ce propos, c'est le rôle que doit jouer le conducteur à ces différents niveaux. Alors, les niveaux 0 et 1, je les mets de côté, ils n'appellent pas beaucoup de commentaires. Le niveau 2, par contre, on l'a dit, il renvoie à une automatisation partielle de la conduite. En bref, l'usager peut confier au véhicule les fonctions de vitesse et de direction. Grosso modo, le véhicule avance et tourne tout seul. Mais, et c'est important de bien le comprendre, l'usager reste à la manœuvre en ce sens que chaque seconde qui passe doit être consacrée à la supervision des opérations de conduite. Donc on parle d'autonomie partielle, mais en réalité, il serait peut-être plus adéquat de parler d'aide, certes avancée, mais d'aide à la conduite. Par ailleurs, autre point important, cette aide à la conduite, elle ne peut être activée que dans certaines circonstances bien déterminées, dans une zone opérationnelle limitée, typiquement sur autoroute et lorsque la météo est clémente. Niveau 2, donc niveau 3, là, on peut effectivement commencer à parler d'automatisation, puisque l'usager va pouvoir déléguer au système l'ensemble des opérations de conduite sans plus devoir les superviser, ces opérations. Toujours, ceci étant, dans une zone opérationnelle limitée, dans des circonstances bien définies. Donc plus de supervision, mais en revanche, un devoir d'être prêt en tout temps à reprendre le contrôle, à reprendre la main si le système le demande, en cas de nécessité, en cas d'urgence. Niveau 3. Niveau 4. Là, l'autonomie est très très aboutie puisque l'usager ne doit même plus reprendre le contrôle. Le système s'occupe de tout, c'est une autonomie vraiment complète. On arrive alors au niveau 5, très rapidement, là c'est l'autonomie parfaite, mais à l'inverse du niveau 4, c'est l'autonomie parfaite en toutes circonstances et partout.
C'est le fameux rêve du navetteur qui le matin se lève, entre dans son véhicule, encode l'adresse de son lieu de travail, appuie sur le bouton Start et se laisse porter. Bon, on n'y est pas encore. Revenons quelques instants sur Terre, si vous le voulez bien, avec notre accident Uber. Accident impliquant un véhicule SUV de marque Volvo. Et un véhicule de marque Volvo qui, comme n'importe quel véhicule destiné à la conduite automatisée, est équipé d'une série de capteurs et autres dispositifs de haute technologie, des radars, des lidars. Le lidar, c'est cette façon de petits cylindres facilement identifiables sur le toit du véhicule et qui, d'une certaine manière, lui donne la vue, des cartes digitales très avancées, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Retenez simplement que, équipé comme il est, ce véhicule sait où il se trouve, d'une certaine manière, et il a des yeux partout, disons cela. Il a des yeux partout, et donc il récolte des données, des informations sur son environnement, informations qu'il va transmettre à de puissants algorithmes, on en a déjà parlé, c'est le fameux logiciel qui équipe le véhicule, et ces algorithmes, ils vont interpréter ces données et planifier en conséquence les actions à entreprendre. Je n'en dis pas plus. Et j'en viens maintenant à cette question, qui est responsable en cas d'accident impliquant un véhicule autonome? Qui serait responsable dans le cas de l'accident que nous venons de voir? Alors j'entrevois personnellement quatre pistes et elles ne vous surprendront sans doute pas. D'abord, la responsabilité personnelle du conducteur. Alors j'ai mis des guillemets à conducteur, ça ne concerne pas nécessairement notre cas particulier, mais il va sans dire que le temps passant et l'autonomie grandissant, la question va se poser de savoir si l'on peut encore parler de conducteur pour désigner celui qui se trouve dans le véhicule. Mais je referme la parenthèse. Première piste donc, responsabilité personnelle du conducteur sur la base de l'article 1382 du Code civil. Deuxième piste, la responsabilité du gardien du véhicule. On verra tout à l'heure qui ce peut être, mais donc responsabilité du gardien sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Troisième possibilité, troisième piste, la responsabilité du fabricant, c'est peut-être la piste vers laquelle on a tendance le plus naturellement à se tourner. Responsabilité du fabricant sur la base de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Enfin, quatrièmement, je le cite pour mémoire parce que le temps me manquera sans doute pour l'évoquer, quoique elle est importante, cette piste en l'espèce, il ne faut pas oublier que la faute de la victime et même la faute d'un tiers peuvent jouer un rôle dans l'attribution des responsabilités. Ce n'est pas parce qu'un véhicule autonome est impliqué dans un accident de la circulation, M. Mac l'a rappelé tout à l'heure, que nécessairement il en est la cause. Il peut y avoir d'autres causes, notamment une faute de la victime. Mais donc je reviens avec vous sur les trois premières pistes, trois régimes juridiques distincts que je me propose d'analyser avec vous. Et commençons, si vous le voulez bien, avec l'article 1382 du Code civil. Et à la question de savoir si l'usager, le conducteur, peut être responsable sur cette base, la réponse est évidemment oui, si tant est bien sûr qu'il ait commis une faute et que cette faute soit la cause, soit en lien causal avec l'accident, avec le dommage. Et à ce propos, je vous propose peut-être de nous arrêter à nouveau quelques instants sur notre accident. À s'en tenir aux images, je ne sais pas vous, mais moi je trouve personnellement assez choquant de constater que notre ami ici n'est manifestement pas intéressé par ce qu'il se passe sur la route. Il néglige complètement de surveiller son environnement. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, et en réalité, je ne vous ai pas tout dit parce que c'est un système de niveau 2, en fait, qui équipe le véhicule Uber. Et j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau 2 de l'automatisation de la conduite, le conducteur doit veiller au grain. Il doit, sous peine de commettre une négligence fautive, s'assurer en tout temps de la bonne réalisation des opérations de... Niveau... Ah bon, ben voilà, c'est un niveau 3, ben c'est pas grave, imaginons que c'est un niveau 2, et de toute manière, j'examinerai tout à l'heure la problématique du niveau 3, mais il doit en tout cas superviser en tout temps les opérations de conduite qui sont réalisées par la machine. Or, ici, manifestement, ce n'est pas exactement ce qu'il fait, et je trouve qu'il illustre peut-être bien ici, par son attitude, ce que sera sans doute demain, pour partie du moins, le contentieux des accidents impliquant un véhicule autonome, à savoir un contentieux marqué par cette question: l'usager, le conducteur, a-t-il fait usage du système de conduite automatisé en homme normalement prudent et diligent? Et la réponse est non, à mon avis, lorsqu'il manque à son devoir de supervision, précisément parce qu'il fait preuve, comme notre ami en l'espèce, d'une inattention coupable.
La réponse serait également non s'il activait cet usager, je ne sais pas si c'est le cas ici, le système autonome, l'aide à la conduite dans des circonstances ou à un endroit où il n'est pas autorisé à le faire. La réponse, à mon avis, serait encore non s'il négligeait cet usager de réaliser les mises à jour indispensables du système ou de soumettre son véhicule à un contrôle obligatoire. La réponse serait toujours non s'il utilisait le véhicule dans le but délibéré de poser un acte fautif, par exemple, en reprogrammant le système pour qu'il roule le véhicule au-delà des limites de vitesse fixées par la loi. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples qui démontrent que le risque d'une responsabilité personnelle du conducteur fondée sur l'article 1382 du Code civil ne disparaît pas complètement avec l'automatisation de la conduite, contrairement à ce qu'on serait peut-être naturellement enclin à penser. Bon, bien sûr, il faudra toujours démontrer l'existence d'un lien causal entre la faute du conducteur et l'accident. Et le cas particulier dont nous parlons aujourd'hui démontre bien que ce ne sera pas nécessairement une mince affaire à chaque fois. À titre personnel, vu la manière, rappelez-vous des images dont le piéton surgit de la pénombre à un endroit où, franchement, disons-le, on ne l'attend pas, je ne suis pas certain qu'on puisse affirmer que si le conducteur avait été attentif comme il le devait, l'accident aurait pu être évité. Mais cette remarque mise à part, l'idée reste que l'article 1382 du Code civil ne perd pas toute utilité dans le cadre de l'automatisation de la conduite. Tout au plus, est-il exact de dire que son application au conducteur va diminuer à mesure que l'automatisation de la conduite va grandir. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau 2, on attend du conducteur qu'il supervise la conduite, mais une fois qu'on a dépassé ce niveau 2, ce devoir de supervision disparaît et donc plus aucune faute ne peut être commise de ce point de vue-là. Par contre, au niveau 3, il doit être prêt, ce conducteur, à reprendre la main en tout temps. Et là, le juge pourrait encore avoir à apprécier la qualité de la reprise. Il pourrait considérer que le conducteur a pris trop de temps pour reprendre en main le véhicule ou qu'il a manqué de maîtrise. On imagine déjà les débats demain, considérera-t-on par exemple demain comme imprudent de faire une petite sieste au volant au niveau 3 de l'automatisation et puis comment gérera-t-on les disparités de la jurisprudence lorsque, je ne sais pas, le juge de Paternotte par exemple considérera qu'il n'est pas imprudent de consulter son smartphone au volant au niveau 3, tandis que, je ne sais pas, le tribunal civil de Arlon considérera qu'il est imprudent de manger une petite frite pendant le voyage. Bon voilà, vous voyez que le contentieux de la responsabilité civile personnelle fondée sur l'article 1382 a encore de beaux jours devant lui. Seconde piste à envisager, je l'ai dit, celle de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Cet article, vous le savez, qui consacre un régime particulier de responsabilité du fait des choses dont on a la garde. En bref, si vous êtes gardien d'une chose et que cette chose cause un dommage, vous serez en principe responsable du dommage causé par cette chose. Alors, avec cette question ici, qui peut bien être le gardien du véhicule dans notre cas particulier? Alors, de manière générale, s'agissant d'une voiture, je pense qu'on peut dire que si le conducteur est également le propriétaire du véhicule, alors a priori, je dis bien a priori, il en est également le gardien. En revanche, si le conducteur n'est pas le propriétaire, parce qu'on lui a prêté la voiture, parce qu'elle lui a été louée ou parce qu'elle a été mise à sa disposition par son entreprise ou que sais-je, dans ce cas-là, tout dépend de la réponse à la question de savoir, selon la formule consacrée, qui exerçait pour son propre compte un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle sur le véhicule. Et là, tout est une question d'espèce, d'examen au cas par cas. Bon, dans notre cas d'espèce, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que le véhicule appartenait à Uber. Et que, semble-t-il, à tout le moins, peut-être qu'on me corrigera, que notre ami a été engagé par Uber pour prendre la main du véhicule, tester son autonomie sur la route et superviser les opérations de conduite. Ces circonstances-là, moi personnellement, me laissent penser que ce n'est pas le conducteur ici, mais bien Uber, qui doit être considéré comme le gardien du véhicule, qui serait donc responsable en droit belge sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Alors je dis serait responsable, si tant est bien sûr que les différentes conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, soient rencontrées. Vous les connaissez, la chose, le vice, un dommage à un tiers et un lien causal entre le vice et le dommage. À ce propos, si vous le permettez, je souhaiterais moi m'arrêter sur une condition en particulier qui pose difficulté, le vice.
Parce qu'en effet, pour que le gardien ici, donc Uber, soit responsable, il faut que la victime démontre que le véhicule était affecté d'un vice, était affecté, selon la définition qu'on en donne traditionnellement, d'une caractéristique anormale. Or, et c'est un cas particulier dont j'aimerais souligner la difficulté ici, la démonstration de l'existence d'un vice peut s'avérer particulièrement délicate lorsque l'on suspecte spécifiquement une anomalie au logiciel de conduite, un vice au logiciel de conduite. Anomalie qui, soit dit en passant, dans notre cas d'espèce, n'a rien d'invraisemblable. Si l'on met de côté un éventuel dysfonctionnement d'un capteur, voilà un véhicule qui, alors qu'un piéton traverse sur la chaussée, qu'il risque manifestement de constituer un obstacle. Entre parenthèses, je ne sais pas si on l'a dit déjà aujourd'hui, mais les capteurs qui équipent le véhicule lui permettent de voir dans le noir. Et donc l'obscurité qui, à nous les êtres humains, nous ferait du tort, elle n'est pas une excuse valable, si je puis dire, pour le véhicule. Mais donc voilà un véhicule qui ne s'arrête pas, qui ne freine pas, qui ne dévie pas. Surprenante décision de conduite tout de même, surprenante décision qui rend en tout cas vraisemblable l'existence d'une anomalie, d'une anormalité, vraisemblance évidemment qui devra, le cas échéant, être confirmée. Il faut aller plus loin, ça ne suffit pas pour établir l'existence d'un vice. Et avant d'aller plus loin justement à ce sujet, permettez-moi peut-être juste d'écarter un problème, une difficulté. Il y a en effet un certain nombre d'auteurs qui se demandent si l'on peut appliquer l'article 1384 alinéa 1er du Code civil lorsque c'est le logiciel qui est vicié. Et pourquoi se pose-t-il cette question ? Tout simplement parce que, le logiciel, de quoi s'agit-il ? Très simplement, ce n'est rien d'autre c'est en tout cas un ensemble de données et d'algorithmes qui n'ont rien de palpable, qui n'ont rien de tangible, elles ne sont pas matérielles. Donc, d'une certaine manière, il est permis de penser que le logiciel, en tant que tel, est une chose incorporelle. Or, il existe, en doctrine et en jurisprudence, une controverse sur la question de savoir si l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, peut s'appliquer aux choses incorporelles et donc au logiciel. Sauf que, et c'est pour ça que je me permets d'écarter assez rapidement cette difficulté, il me semble que la chose dont on cherche à établir le vice, ce n'est pas nécessairement le logiciel en tant que tel, c'est le véhicule qui incorpore le logiciel. Les spécialistes de la matière parlent de choses complexes. Je ne rentre pas dans les détails, vous aurez l'occasion d'avoir plus de précision dans la contribution que nous avons rédigée sur le sujet. Bon, ceci étant mis de côté, j'en reviens maintenant à ma question. Comment savoir si le véhicule et son logiciel étaient affectés d'un vice, d'une caractéristique anormale ? Alors, pour répondre à cette question, une partie importante de la doctrine considère, et il faut dire qu'un certain nombre de décisions de jurisprudence se prononcent en ce sens, qu'il faudrait comparer la chose dont on suspecte le vice, ici la voiture et son logiciel, à son modèle. Et si la chose s'écarte de son modèle, il faudrait en déduire l'existence d'un vice, d'une anormalité. Personnellement, je pense que, outre les quelques critiques dont fait déjà l'objet cette méthode du modèle, je pense qu'il est illusoire de croire que l'on va pouvoir appliquer de manière opérationnelle cette méthode s'agissant des véhicules autonomes. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Je l'ai dit tout à l'heure, le logiciel il est constitué d'algorithmes. Et on l'a dit ce matin, la particularité des algorithmes que l'on retrouve dans les véhicules autonomes, c'est qu'il s'agit, pour partie en tout cas, d'algorithmes dits de machine learning, c'est en français apprentissage automatique. Alors pour nous les juristes, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que personnellement au départ je trouvais ça un petit peu nébuleux. Peut-être d'abord rappeler qu'est-ce que c'est un algorithme très très rapidement. Un algorithme, dans mes mots, ce n'est rien d'autre finalement que la description précise sous forme de concepts simples de la manière dont on peut résoudre un problème. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple faire aller une machine d'un point A à un point B, vous devrez décrire précisément chacune des étapes permettant à la machine d'aller de A à B. De la même manière, pour un véhicule autonome, si vous voulez qu'il conduise sur la route, bien, vous allez devoir décrire dans le système informatique, en principe en tout cas, chacune des opérations de conduite qui doivent être accomplies pour ce faire. Lui apprendre à accélérer, à décélérer, qu'il faut s'arrêter quand le feu est au rouge, qu'il faut s'arrêter quand un piéton s'approche dangereusement de la chaussée, qu'il faut céder la priorité à celui qui vient de droite, etc., etc. Vous vous doutez bien que, vu le nombre infini de situations de circulation possibles, un tel exercice de description serait sinon irréalisable, hautement complexe. Et c'est là qu'interviennent les algorithmes de machine learning. Il ne s'agit plus ici d'expliquer en détail à la machine ce qu'elle doit faire,
mais de lui montrer des exemples, de la nourrir de données. Voilà un véhicule qui conduit sur la chaussée, en voilà un autre, un troisième, 4, 5, 1000, 1 million d'exemples. Et ce peut être des exemples tirés de la vie réelle ou virtuellement générés, peu importe, on l'a dit ce matin. Mais ce qu'il y a de formidable, je trouve, c'est que la machine va, au départ de tous ces exemples, de toutes ces données, construire son propre modèle. C'est-à-dire qu'elle va apprendre seule à conduire, apprendre seule à reconnaître les objets de son environnement. Et donc, elle ne fonctionne plus sur la base de règles informatiques préprogrammées, mais sur la base de modèles générés automatiquement au départ d'innombrables données. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est formidable, c'est magique déjà, mais ça pose deux problèmes sur le plan de l'appréciation de l'existence du vice. Le premier problème, c'est que ces algorithmes de machine learning, ils sont, semble-t-il, d'une complexité et d'une abstraction telle que leur logique interne n'est pas toujours aisé à comprendre, à maîtriser pour un être humain. Et de ce que j'ai pu lire sur le sujet, les informaticiens eux-mêmes sont parfois bien en peine d'expliquer la logique sous-jacente à une décision de conduite. Donc, vous comprendrez que dans ces circonstances, l'exercice de comparaison avec un modèle paraît assez théorique. Premier problème. Le deuxième problème, peut-être encore plus fondamental, c'est que ces algorithmes de machine learning, ils sont conçus de manière telle qu'ils peuvent continuer à évoluer au contact de la réalité, en se nourrissant de données jour après jour. C'est-à-dire que votre véhicule roule et la machine continue à affiner son modèle. Alors, il y aura sans doute moyen de geler à l'avenir certains programmes, d'arrêter leur évolution, sans doute, mais ça n'est a priori pas ainsi qu'ils sont conçus. Et donc, vous me voyez venir, le logiciel, au jour où il commet l'accident, où il cause l'accident, il n'est pas nécessairement le même qu'au jour où il sort de l'usine. Et là, à nouveau, la méthode du modèle paraît assez inadaptée. Donc, vous l'aurez compris, l'automatisation de la conduite, elle plaide pour un rejet de la méthode du modèle parce qu'inadaptée, parce qu'inopérante. Et dans le même temps, forcément, ce rejet d'une méthode, d'une certaine manière, invite à adopter une autre méthode, et une autre méthode dont je vais vous parler dans quelques instants, puisqu'il s'agit peu ou prou de la méthode qui est utilisée dans le troisième régime de responsabilité dont je voulais vous parler ce matin, à savoir celui de la responsabilité du fabricant, prévue et réglée par la loi du 21 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Et justement, venons-y à cette loi du 25 février 1991. Elle consacre une idée très simple. Tout producteur, c'est-à-dire tout fabricant, si vous voulez, est responsable si son produit est affecté d'un défaut et que ce défaut cause un préjudice. Alors, s'agissant de la notion de défaut, précisément, contrairement à la notion de vice dont je viens de vous parler longuement, ici, la loi définit de manière précise la méthode à adopter pour apprécier l'existence du défaut. Et je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce que je vais vous dire par rapport au défaut, vous pouvez peu ou prou l'appliquer à l'appréciation du vice, étant entendu que la méthode du modèle, on la met de côté. Mais donc, que dit la loi sur l'appréciation du défaut? Elle nous dit qu'un produit est défectueux s'il n'offre pas la sécurité que le public, pas la victime en particulier, le public est légitimement en droit d'attendre de ce produit. Donc, très concrètement, à propos de notre accident, si un juge belge devait considérer que la décision de conduite prise par le système n'est pas de celle que l'on était légitimement en droit d'attendre du véhicule, qu'elle est anormalement dangereuse, eh bien, il conclura à l'existence d'un défaut et condamnera le fabricant à indemniser la victime. Avec cette question, évidemment, que vous avez sans doute en tête, quel fabricant, me direz-vous? C'est une très judicieuse question. Et pour y répondre, revenons quelques instants à notre véhicule. Alors, juste à titre exemplatif, parce que je ne suis même pas certain que la liste soit complète. D'abord, on sait que le véhicule, il est construit par Volvo. Je vous l'ai dit, c'est un véhicule de marque Volvo. Le lidar par la société Velodyne. Le radar par la société Aptiv. Le logiciel, ce système informatique rempli de machine learning, par Uber. Alors, que fait la victime? Contre qui va-t-elle pouvoir agir? Alors, sur ce point, je formule deux hypothèses, si vous me le permettez. Première hypothèse, la victime parvient effectivement à démontrer l'existence d'un défaut au véhicule. Elle démontre que celui-ci ne lui a pas offert la sécurité qu'on était légitimement en droit d'attendre du véhicule. Par contre, elle est incapable de nous dire quelle est l'origine de ce défaut. C'est pas grave,
c'est pas grave, on ne doit pas l'obliger, la contraindre à nous dire si ça vient plutôt du lidar, plutôt du radar, plutôt du logiciel, c'est pas grave. Ça suffit de démontrer que le véhicule a manqué de sécurité pour agir contre le producteur, le fabricant du produit fini, c'est-à-dire du véhicule équipé de l'ensemble de ses composantes. Et donc ici, en l'espèce, ce serait Uber, qui est bien le producteur du produit fini. Deuxième hypothèse, cette fois, la victime parvient à démontrer quelle est l'origine exacte du défaut. Elle sait dire c'est le logiciel ou c'est le lidar. Elle est en mesure d'identifier la composante défectueuse. Et bien dans ce cas-là, elle pourra toujours agir contre le producteur, contre le fabricant du produit fini, Uber, mais elle est en plus autorisée à agir contre le fabricant de la composante défectueuse. Donc elle va se retrouver avec deux producteurs, deux fabricants face à elle, qui seront tenus à son égard, c'est la loi qui le prévoit, solidairement. Voilà, en très très bref, pour l'identité du fabricant que la victime va pouvoir assigner. Peut-être juste une remarque à propos d'un fabricant en particulier, le concepteur du logiciel. Selon ce que je viens de vous dire, si le défaut trouve son origine dans le logiciel, dans une défaillance du logiciel, la victime devrait pouvoir assigner simultanément et solidairement Uber et le concepteur du logiciel. Bon, la particularité ici, c'est que Uber est à la fois le producteur du produit fini et le concepteur du logiciel, mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc, sortons de cette hypothèse particulière. Pourquoi est-ce qu'il y a éventuellement un problème avec le concepteur du logiciel et pourquoi est-ce que je vous en parle ? Tout simplement parce que le concepteur du logiciel ne peut être responsable sur la base de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux que si son logiciel est un produit. Or, la nature potentiellement incorporelle du logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure est incompatible avec la notion de produit. Donc, il y a une hésitation à ce niveau. Je crois cependant, malheureusement, je manque de temps pour en expliquer les raisons sous-jacentes, mais je crois cependant que, malgré les hésitations quant à sa nature, le logiciel peut bien être considéré comme un produit. D'ailleurs, c'est la position qui est défendue dans les travaux préparatoires de la loi de 91 et dans les travaux préparatoires, en réalité, dans une position de la Commission relative à la directive de 85 qui a permis l'adoption de la loi de 91. Mais donc, si le logiciel est à l'origine du défaut, la victime devrait pouvoir agir à la fois contre le producteur du produit fini et à la fois contre le concepteur du logiciel. Bon, il me reste très très peu de temps, juste de quoi aborder avec vous encore deux tout petits points. L'un relatif à la détermination de ces fameuses attentes légitimes en matière de sécurité, le cœur du régime de la loi de 91, et l'autre concernant le moment de l'apparition du défaut. Alors, premier point, les attentes légitimes en matière de sécurité. Je souhaiterais mettre en évidence trois considérations parmi bien d'autres à ce sujet. D'abord, premier point, les constructeurs automobiles doivent garder à l'esprit le fait que la présentation qui est faite de leurs produits, que ce soit dans des études qu'ils commandent ou dont ils se prévalent, ou dans de la publicité qu'ils soutiennent ou qu'ils réalisent, ou même dans des articles de presse auxquels ils sont associés de près ou de loin, la présentation de leurs produits participe, c'est l'évidence, à la naissance d'attentes dans le chef du public. Et au regard permettez-moi l'expression, du foin qu'on fait actuellement, et dans une certaine mesure à titre légitime, autour des véhicules autonomes, le risque est grand que les consommateurs se méprennent sur les performances réelles de ces véhicules et qu'ils nourrissent des expectatives en matière de sécurité que le véhicule n'est pas en mesure de satisfaire. Le problème, c'est que si le juge considère que ces expectatives, ces attentes, quoique exagérées, sont légitimes, eh bien, le producteur pourrait en subir les conséquences, d'où l'importance d'une communication maîtrisée et surtout raisonnable. Premier élément. Deuxième élément, les constructeurs, la loi le dit, doivent prendre en considération dans la manière dont ils conçoivent leurs produits, leurs véhicules, du fait qu'il sera fait un usage fautif de leurs véhicules. On dit qu'ils doivent adapter leurs produits en fonction d'un usage raisonnablement prévisible de celui-ci. Par exemple, ils peuvent, et même ils doivent, compte tenu du nombre d'études important qui a été fait sur ce sujet, ils doivent prévoir que les usagers au niveau 2 de la conduite, au niveau 2 de l'automatisation, seront de piètres superviseurs. Et ils seront inattentifs, on le sait. Et donc, si le véhicule ne prévoit pas des dispositifs permettant de s'assurer, dans la mesure du possible, bien sûr, que le conducteur demeure vigilant, reste attentif, eh bien, il pourrait être considéré comme défectueux.
Exemple intéressant, assez récemment, Cadillac a intégré au volant de ses véhicules équipés d'un système de conduite autonome une caméra infrarouge qui permet, si vous voulez, de surveiller la position du visage du conducteur. Et si les yeux de celui-ci quittent trop longtemps la route, eh bien, il réagit, il émet un signal et il attire l'attention du conducteur. Attention, regardez bien la route. Voilà une manière de prendre en considération le fait qu'il sera fait un usage fautif du véhicule. Troisième et dernière observation, plus générale, celle-là. Une grande difficulté pour les producteurs liée à ce régime de 1991, c'est en fait l'incertitude liée au pouvoir qu'on laisse aux juges de déterminer librement les attentes qu'on peut avoir par rapport à cette nouvelle technologie. Si demain, supposons que cela soit possible, vous décidez de mettre un véhicule autonome sur la route, vous serez bien incapable de savoir quels risques concrets de responsabilité vous encourez. Et c'est d'autant plus vrai que le seul respect des normes de sécurité qui sont et qui seront encore demain édictées ne suffit pas, ne vous garantit pas que le juge ne considérera pas quand même que votre véhicule est défectueux. Parce que, pour discutable que cela soit, il est bien établi que le juge peut fixer un niveau de sécurité au-delà de ce qui est prévu dans la loi. Il y a là sans doute une réflexion à engager, déléguée Ferenda, parmi bien d'autres, bien sûr. Voilà pour les attentes légitimes. Deuxième et dernier point, encore plus rapidement, à propos du moment de la naissance du défaut. Alors, la loi prévoit que si un producteur est assigné en responsabilité, il peut tenter d'échapper à sa responsabilité en démontrant que le défaut qui est à l'origine du préjudice est apparu postérieurement à la mise en circulation. C'est une cause d'exonération légale. Et là, je reviens à ma fameuse histoire de machine learning. Je vous l'ai dit, il se pourrait que les logiciels soient capables de continuer à évoluer au fil du temps, au contact de la réalité, chaque fois que le consommateur circule avec son véhicule. Avec alors, évidemment, cette question, est-ce que le producteur pourra dire « Oui, mais le défaut, le manque de sécurité, la conduite dangereuse, en réalité, elle résulte de ce processus d'auto-apprentissage. Et donc, le défaut, il n'existait pas au moment où j'ai mis le véhicule en circulation. Et donc, le producteur s'exonérerait d'une certaine manière de sa responsabilité? Ou est-ce qu'au contraire, il faut considérer que le fait que le défaut était déjà en germe dans le logiciel au moment de la mise en circulation suffit à maintenir la responsabilité du producteur? Voilà une intéressante question que nous détaillons également dans notre contribution. Et voilà donc pour la responsabilité des fabricants, pour ce panorama très ramassé des pistes possibles. Vous aurez évidemment davantage de détails dans notre contribution, celle du professeur Dubuisson et moi-même, professeur Dubuisson, à qui je cède bien volontiers la parole pour la deuxième question. Alors, j'ai l'honneur aussi de vous introduire le professeur Bernard Dubuisson, qui est très connu. Le professeur Dubuisson est tout d'abord mon collègue depuis plusieurs décennies ici à la faculté, ce qui est déjà en soi une référence, mais surtout, il est professeur en matière d'assurance, il était vice-recteur, il était doyen, donc je crois qu'il a accompli d'énormes tâches ici pour l'université. Et beaucoup d'entre vous savent aussi qu'il est coprésident du groupe chargé de la réforme du Code civil en ce qui concerne la responsabilité civile et qu'il est aussi chargé par le ministère des Affaires économiques de la recodification du droit des assurances. Et c'est sur cet aspect des choses qu'il est, à mon avis, le mieux à même pour vous parler aujourd'hui des problématiques en matière d'assurance. Et je lui cède bien volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Denis. En un quart d'heure, pas davantage, rassurez-vous. Je vous parle des questions d'assurance, mais je me tiendrai aux assurances RC automobiles. Alors, Benoît Bach, ce matin, a parlé des technophobes. Je ne sais pas si les juristes sont technophobes, peut-être beaucoup, peut-être moi en particulier. Mais je pense que nous pouvons être technophobes dans le sens où, s'agissant de la réparation des dommages, il faut que la victime soit mise à l'abri de toutes les questions techniques. Je pense que c'est un principe de base. Il n'appartient pas à la victime de déterminer quelle est l'origine technique du dommage, si c'est une défaillance humaine ou un défaut technique. Mais je vous proposerai, comme l'a fait d'ailleurs Thomas Malengro, de partir d'abord du cas Uber, pour se demander, tiens, aujourd'hui, si un accident de ce type se déroulait en Belgique, que se passerait-il? Ensuite, nous verrons effectivement que certaines notions doivent être examinées,
dans la loi sur l'assurance automobile, notamment celle de véhicules automoteurs et celle de conducteurs, et je terminerai par quelques perspectives. Alors, si l'accident Uber se passait aujourd'hui, on a tendance à dire que le droit est toujours en retard sur la réalité. Ben voilà un beau cas où je dirais ben non. Le droit n'est pas en retard sur la réalité parce que ça fait depuis longtemps que l'on examine la question de mettre en place des systèmes d'indemnisation sans faute en matière d'accident de la circulation. Et nous avons donc notre loi Badinter à nous, c'est-à-dire notre article 29 bis de la loi du 21 novembre 89 qui va permettre de répondre déjà à un certain nombre de questions. Il faut bien entendu distinguer d'une part la situation du piéton, de ce malheureux piéton qui est décédé, et la situation du conducteur. Alors c'est quoi l'article 29 bis ? Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas juristes ici, peut-être beaucoup d'ailleurs. Simplement, c'est un système d'indemnisation sans responsabilité, où il n'y a pas lieu de se demander qui a commis la faute. Les conditions de cette indemnisation sont objectivées. Il suffit de démontrer qu'un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation et immédiatement, la victime peut obtenir réparation de toutes les conséquences morales ou économiques, soit d'une atteinte à l'intégrité physique, soit d'un décès, comme c'est le cas ici. Et qui finance ? Eh bien, ce sont les assureurs des véhicules impliqués dans l'accident de la circulation, tout simplement. C'est une forme de socialisation du risque par l'assurance. Si l'on est dans ce cadre précis-là, eh bien, il n'y a pas lieu de se poser toutes les questions que Thomas Malengro a posées, et fort heureusement d'ailleurs. Cela signifie en d'autres termes que les ayants droit de la personne qui est décédée, de notre piéton qui traversait, eh bien, ils seront indemnisés pour toutes les conséquences économiques et morales au titre de leur préjudice personnel, c'est-à-dire s'ils tiraient un soutien économique de la personne qui est décédée, et éventuellement aussi pour toutes les souffrances morales qui sont liées au décès. Il n'est donc pas du tout nécessaire que notre piéton détermine quelles sont les causes de l'accident. Faute du conducteur, défaut du véhicule, défaut du logiciel. Il s'agit bien d'un système d'indemnisation sans responsabilité. Et même davantage, il n'est même pas question de se poser... il n'y a pas de question à se poser sur la faute éventuelle de la victime. En effet, on aurait pu se demander en 1994 ou en 1995, car c'était le cas, si la victime n'avait pas commis une faute inexcusable, car la faute inexcusable était un motif à l'époque de refuser l'indemnisation. Et ici, peut-être les circonstances auraient pu laisser penser que la victime avait commis une faute inexcusable, une liaison dangereuse, pardon. Et donc, désormais, seule la faute intentionnelle, c'est-à-dire celle par laquelle la victime a voulu l'accident et ses conséquences, peut être opposée. Autant dire que dans notre hypothèse Uber, il n'est pas question d'opposer la moindre faute à la victime, et celle-ci obtiendra donc l'indemnisation, mais seulement elle est décédée et n'obtiendra rien, puisqu'elle a perdu la personnalité juridique. Je parle évidemment des ayants droit. Mais attention, ce système d'indemnisation a ses limites. Il ne permet pas la réparation des dégâts matériels. Tout cela est laissé au droit commun. Et là, on replonge sur les difficultés qui ont été évoquées par Thomas Malengro. Pour le reste, à vrai dire, à partir du moment où la situation de la victime est en quelque sorte privilégiée, il appartiendra bien entendu à l'assureur ensuite de prendre ses recours s'il y a lieu de prendre les recours. Mais ce n'est pas à la victime de faire les frais des difficultés éventuellement techniques liées à l'établissement des causes de l'accident. Quelques mots sur la situation du conducteur, car en effet, le conducteur, lui, il n'est pas dit qu'il a subi des lésions corporelles, il aura peut-être un dégât matériel à son véhicule, mais il faut savoir que notre système belge exclut du bénéfice de l'indemnisation automatique tous les conducteurs, qu'ils soient ou non responsables. Ceux-là sont les seuls usagers de la route qui ne bénéficient pas du système que je suis en train de vous décrire. Donc, pour le reste, il est
évidemment rejeté, si je puis m'exprimer ainsi, vers le droit commun, lui, effectivement, notre conducteur, il devra retourner aux règles de droit commun s'il a subi un dommage. Ici, on pourrait imaginer qu'il puisse exercer un recours pour les dégâts qui ont été causés à son propre véhicule, mais ce recours, eh bien, il sera exercé en droit commun et contre qui, éventuellement une créance en réparation s'il estime que c'est la victime qui a commis une faute, et les ayants droit devront en répondre puisque la faute de la victime est opposable aux ayants droit, ou le concepteur du logiciel, ou le fabricant, et ainsi de suite. Voilà pour le cas Uber. Deuxième étape, les réalités du droit positif. Revenons à notre système d'assurance automobile. Deux notions essentielles sont, à mon avis, à examiner dans des contextes comme le nôtre. D'abord, la notion de véhicule automoteur et ensuite, surtout, la notion de conducteur. Pour la notion de véhicule automoteur, pas de problème. En effet, les véhicules autonomes, répondent tout à fait à la définition qui est prévue déjà dans la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire, qui définit les véhicules automoteurs comme des véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée. Donc pas trop de problème, à mon sens, dans ce contexte. Pour le conducteur, il en va autrement. Il en va autrement car, je le répète, les conducteurs, en fait, peuvent avoir des qualités différentes. Et ici, c'est peut-être un petit écueil sur le plan de la présentation, c'est qu'il faut se rendre compte que, hors du système de 29 bis, la notion de conducteur est importante parce que les conducteurs font partie des personnes dont la responsabilité est couverte par le contrat d'assurance automobile. Donc, si vous laissez votre véhicule à un tiers, qu'il prend la place du conducteur, il est assuré par votre propre contrat. Ça, c'est l'importance de la notion de conducteur hors 29 bis. Dans le contexte de l'article 29 bis, la notion de conducteur est importante précisément parce que ce sont les catégories d'usagers de la route qui ne sont pas couverts par le système. Donc la notion de conducteur est à deux volets, à deux facettes. Et elle peut, à ce titre, avoir des conséquences différentes. Eh bien quoi ? Comment définit-on le conducteur dans le contexte de l'assurance RC automobile, que ce soit dans un cas ou dans un autre, les notions sont évidemment convergentes sur le plan civil. Pas sur le plan pénal. La notion de conducteur issue du Code de la circulation routière et la Convention de Vienne n'est pas entendue de la même façon que dans le contexte du droit civil, mais je ne m'appesantis pas sur cette question. Alors, la notion de conducteur, pour l'instant, si l'on s'en réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, essentiellement, c'est la personne qui a, au moment de l'accident, la maîtrise de fait sur le véhicule. Donc, une personne qui, même extrêmement temporairement, s'empare de la conduite du volant, peut devenir conducteur. Arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2015, dans le contexte de l'article 29 bis cette fois-ci. Voici une personne qui sort d'une soirée, propriétaire d'un véhicule, elle prend une décision raisonnable, étant en état d'intoxication alcoolique et sous l'effet des stupéfiants, de surcroît, elle propose de laisser son véhicule à son ami. Donc l'ami prend la place du conducteur et lui prend la place du passager. À un moment donné, nul ne sait pourquoi, voilà notre passager sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants qui s'empare du volant, imprime une direction vers la droite, accident. Et donc, la question est de savoir, dans cette affaire, qui est le conducteur, parce que le conducteur est exclu du bénéfice de l'indemnisation de l'article 29 bis. Eh bien, la Cour de cassation va valider la décision du juge du fond, estimant que notre propriétaire, qui était pourtant sur le siège passager, qui a saisi le volant, est devenu le conducteur. Avec le double effet, c'est que le conducteur qui était sur le siège conducteur va être indemnisé, tandis que le passager qui s'est emparé du volant ne le sera pas. Alors, avec les véhicules autonomes, effectivement, cela a une importance parce que lorsque le véhicule est totalement autonome, a priori, cette notion de maîtrise de fait va faire en sorte
qu'il n'y a plus de conducteurs au sens du droit commun, c'est-à-dire conducteurs dont la responsabilité est couverte. Mais là, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'à côté du conducteur, le propriétaire et le détenteur ont aussi la qualité d'assuré. Mais par contre, à partir du moment où on considérerait que le véhicule est totalement autonome et que la personne qui se situe sur le siège conducteur n'est plus conducteur, elle accéderait tout à coup au système d'indemnisation automatique en telle sorte que l'assurance de responsabilité deviendrait en fait une assurance accident corporel. Les perspectives, elles, conduisent à se poser, à mon avis, 2 questions. Faut-il faire évoluer la notion de conducteur ? On pourrait le faire, je crois que ce serait bien de le faire. Je crois qu'il faut se distancer de cette notion de conducteur comme étant celui qui a la maîtrise de fait du véhicule pour en arriver à glisser vers une notion de conducteur qui dépend uniquement de l'aptitude, de la capacité à reprendre la conduite du véhicule. Alors, ça signifierait qu'une personne qui, dans un système d'automatisation de niveau 0, 1, 2, 3, effectivement, pourrait toujours être considérée comme conducteur parce qu'elle pourrait, à un moment donné, reprendre, peu importe que ce soit au moment de l'accident ou non, quelle est la capacité de reprendre suffirait. Elle aurait alors la qualité de conducteur, mais évidemment, ça ne résoudrait pas, même avec une définition plus large, la question des véhicules totalement autonomes. Mais je pense que le vrai problème, c'est la question de l'exclusion du conducteur dans l'article 29 bis. C'est une exclusion qui, dès l'origine, a été introduite. Le conducteur ne peut pas bénéficier de ce système à l'heure actuelle. Très vite, une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle à ce sujet. On a demandé, tiens, est-ce qu'il n'est pas discriminatoire de faire cette distinction entre tous les usagers de la route d'un côté et les conducteurs de l'autre. Et la Cour constitutionnelle a répondu en disant qu'elle n'y voyait pas une discrimination condamnable. Pour quelle raison ? Eh bien, elle dit, les motifs, je cite, « Les motifs retenus pour caractériser cette faiblesse, celui d'une part de n'être pas conducteur d'un véhicule automoteur et celui d'autre part du danger que constitue en soi la mise en circulation d'un véhicule automoteur sur la voie publique, sont des critères objectifs pour fonder le droit à indemnisation automatique des préjudices corporels subis par des victimes réputées faibles. » Qu'est-ce à dire ? Ça veut dire tout simplement que la Cour constitutionnelle considère qu'il est normal d'exclure les conducteurs parce qu'ils créent le risque de la circulation et que celui qui crée le risque de la circulation ne peut pas bénéficier du système d'indemnisation. Mais dès cet arrêt, il y a eu des commentaires, des discussions, des critiques qui ont été formulées visant à dire, mais au fond, première critique, qui met le véhicule en circulation ? Oui, c'est le conducteur, de facto, mais c'est quand même le propriétaire qui, de facto, le met en circulation et qui l'assure. Donc, est-ce vraiment le conducteur, au fond, qui crée le risque de circulation ? Première question. Deuxième question et deuxième critique. Le conducteur, oui, il crée le risque de circulation, mais il le subit tout autant. Est-ce que la justification tient encore ? Surtout, et dernière justification, statistiquement, il est vrai que le conducteur est la personne dont le comportement est à l'origine de la toute grande majorité des accidents. C'est vrai aujourd'hui. Est-ce que ce sera encore vrai demain ? Le risque de circulation est en train de se transformer. D'un risque de circulation lié à une défaillance humaine, on touche à un risque de circulation lié à des défaillances techniques. Dès lors, je suis convaincu que ce qu'il faudrait faire très vite, à partir du moment où des véhicules totalement autonomes sont mis en circulation, c'est supprimer l'exclusion du conducteur du bénéfice de l'indemnisation en 29 bis. Alors, bien entendu, il y aura renchérissement des primes, mais en contrepartie, on peut espérer qu'il y aura moins d'accidents.
Donc, a priori, je pense que la distinction qui a été jugée comme étant constitutionnelle par la Cour en 2002 ne devrait plus l'être avec la commercialisation progressive des véhicules automatisés. Je pense que les assureurs sont prêts à le faire, puisque l'assureur vous dira toujours « c'est bien ». Mon assurance de responsabilité devient une assurance accident corporel, puisqu'il n'y a plus lieu de démontrer la responsabilité, parce que le conducteur lui-même va être indemnisé. Bien entendu, moi, j'augmente mes primes. Et donc, c'est la collectivité des assurés qui va assumer le risque social engendré par la circulation. Peut-on faire un pas de plus ? Certains ont posé la question, mais elle me paraît très théorique. Faut-il aller vers un renforcement ou vers une suppression du système d'indemnisation sans responsabilité? Pourquoi une suppression, me direz-vous? Mais parce qu'ils disent ce n'est plus le risque de circulation que l'on connaissait à l'origine qui, maintenant, est en cause. C'est un risque purement technique. Existe-t-il toujours autant de raisons de créer un système propre à l'indemnisation des accidents de la route? Et moi, je prône plutôt un renforcement des systèmes d'indemnisation sans responsabilité, car je reste convaincu, comme je le disais en commençant, et je termine par là mon exposé, je reste convaincu que la victime des accidents d'avenir, à l'avenir, qui se produiront à l'avenir, doit être laissée de côté de toutes ces questions liées à la détermination des causes exactes de l'accident. Ces personnes doivent être protégées, elles doivent être indemnisées, comme elles le sont actuellement. Si on y ajoute le conducteur, ce sera encore mieux. Laissons de côté, laissons la victime à part de toutes ces discussions relatives à l'établissement des responsabilités. Ça ne veut pas dire que ces questions ne vont pas se poser. Elles se poseront toujours pour les dégâts matériels, mais enfin, socialement, c'est moins important. Elles se poseront toujours lorsque l'assureur voudra prendre ses recours. Mais ça, c'est une question qui concerne les assureurs et les professionnels. Laissons les victimes à l'abri de toutes ces discussions. Je vous remercie.